Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je pense qu'on a à peu près le quota des gens qui sont inscrits. Je vois encore des gens qui arrivent, mais je pense qu'on va pouvoir commencer le webinaire. Donc je me présente rapidement, je suis Laurent Michel, je suis le responsable de la formation ingénieur généraliste de l'ISAE Super-Héros. Et bienvenue dans ce live spécial Admissible CCMP pour vous présenter non seulement l'Institut, la formation, mais aussi tout le contexte qui environne cette école et la formation généraliste à laquelle vous allez pouvoir accéder en fonction de votre classement au concours. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter l'ISAE Super-Héros, un bref historique. Donc, c'est une présentation qui va durer à peu près 20 minutes, hein, et puis après, il y aura une séance de questions-réponses avec des témoignages, un témoignage d'un élève actuel. Donc, ISAE Super-Héros. Donc, c'est un établissement en particulier, c'est un établissement qui est sous tutelle du ministère des Armées. On peut dire que c'est un des leaders mondiaux dans l'enseignement supérieur en ingénierie aérospatiale. C'est l'unique en France et en Europe, c'est clairement un acteur majeur. Il a une longue histoire, en fait, cet institut, puisqu'il a été créé en 1909 avec des précurseurs et des pionniers aéronautiques. Alors, pour citer l'un des plus connus, c'est Serge Dassault, qui est passé par ici, avec ses fils aussi. Toulouse, c'est la capitale européenne de l'aéronautique et de l'espace. Je pense que là, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Nous avons de nombreux alumni, dont on compte des astronautes assez connus, Thomas Pesquet, et puis la prochaine astronaute, on espère, Sophie Adenau, qui est passée par les rangs de cette école. Il y a un certain nombre de grands industriels, de start-up. Donc vous allez voir aussi dans la liste des concours et des écoles du concours, vous avez d'autres écoles qui font partie du groupe ISAE, qui a été fondé par l'ISAE Super-Héros, et qui regroupe une dizaine d'écoles. Les trois piliers de l'école, ce sont la formation, la recherche et l'innovation. Et pour la formation, on a plus de 30 programmes de formation, ce qui veut dire que ingénieur généraliste, ce n'est qu'un parmi des différents programmes de formation de l'école. Évidemment, c'est le plus prestigieux et sur lequel on a le plus d'élèves sur le campus. Nous avons 1900 étudiants, un peu moins de 2000 étudiants sur le campus, avec une forte proportion d'étudiants internationaux, parce qu'on a des formations qui s'ouvrent exclusivement aux internationaux. Des Masters of Science et aussi des masters spécialisés, plutôt à vocation Bac+5. 6 départements de formation et de recherche et un grand nombre d'entreprises partenaires qui nous suivent dans cette aventure, d'un point de vue soit en aéronautique ou spatial, mais aussi sur d'autres secteurs d'activité. Voilà pour le tableau général de l'ISAE Super-Héros. C'est un environnement de formation et de recherche assez particulier. Donc, comme je vous le disais, il y a 6 départements de formation et de recherche qui sont associés dans 2 laboratoires de recherche, associés au CNRS, donc l'Institut Clément Ader, plutôt orienté sur la mécanique des structures, et l'ISAE Super-Héros Recherche, qui regroupe les différentes équipes qui permettent de travailler sur l'ingénierie aérospatiale avancée. Donc on a à peu près 130 enseignants-chercheurs, un peu moins de 300 doctorants, avec des équipements de pointe distribués dans les différents départements. Vous en voyez quelques-uns, donc ici vous avez la soufflerie aéroacoustique du département aérodynamique, énergétique et propulsion de l'école. C'est un instrument, un équipement qui se positionne parmi les plus importants en Europe, avec des spécificités particulières pour tout ce qui est mesure de bruit, dans le cadre de vol ou de parties moteurs. Vous avez aussi des applications sur le domaine martien, en fait, avec une grosse activité de recherche sur des instrumentations pour les vols spatiaux et volabilité et les missions extraplanétaires. Et vous avez donc ici 35% des projets de recherche sont en lien avec la décarbonation du secteur aérospatial. C'est quand même un enjeu important et donc on le souligne ici. Alors, ce microcosme aéronautique et spatial au sein de l'ISAE Super-Héros, en fait, il est inséré dans un pôle scientifique d'excellence. Toulouse, c'est quand même... Il y a l'université de Toulouse qui est très connue. Vous avez le CNES, le Centre national d'études spatiales, avec l'Observatoire de Midi-Pyrénées, qui est en fait un énorme laboratoire qui traite de la partie astrophysique, et notamment avec le laboratoire IRAP, qui est l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie de Toulouse. Donc pour tous ceux qui sont passionnés de spatial, clairement, c'est un lieu à découvrir à Toulouse. Au-delà de ça, nous avons l'ONERA, qui est le French Lab en Aerospace Engineering,
et avec d'autres partenaires, laboratoires prestigieux qui sont associés au CNRS avec le LAS et l'IMFT. Donc un environnement recherche assez intéressant et de formation aussi stimulant. Hop, pardon. L'autre pilier au-delà de la formation et de la recherche, c'est l'innovation. Donc c'est un des piliers stratégiques de l'Institut, ce qui fait qu'on a installé très rapidement en fait un InnovSpace dans lequel vous retrouvez un Fab Lab et un incubateur de 800 mètres carrés qui permet d'accueillir un certain nombre de startups. Donc on a 11 startups qui sont incubées, qui sont en grande majorité associées en fait à des projets d'élèves. Donc on a cité quelques-unes. Alors en fait ici des startups incubées. Donc vous avez Elda qui travaille sur des problématiques de plateforme de traitement de données pour le suivi du manteau neigeux. Vous avez Iris Lab avec de la transmission de puissance sans fil par flux optique. Et Virage H2 qui a pu avoir 1 million d'euros sur un concours offert spécifiquement pour l'ISAE Super Héros, qui a pour objectif de développer un groupe motopropulseur qui permet d'être un objectif d'environnement et de développement durable. Donc ça c'est un projet élève. Des trois ont été des projets élèves. Donc l'innovation et l'entrepreneuriat, c'est au cœur de la formation. On va retrouver des parties de cours et des projets qui sont associés dans la formation. Et on a un parcours d'accompagnement personnalisé pour la création de start-up. Donc pour tous ceux qui sont intéressés à se projeter sur l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place au sein de cette école, de manière à vous faire bénéficier de cet environnement et de vous permettre de bien démarrer dans votre projet ou de commencer à créer votre projet. Si maintenant on fait un zoom sur la formation, je pense que c'est ça que vous attendez principalement, la formation d'ingénieur généraliste. Alors qu'est-ce que c'est un ingénieur ISAE Super Héros? Donc il est généraliste, même si le domaine d'application principal, en tout cas sur lequel on base une grande partie des enseignements, c'est l'aéronautique et le spatial. Ce domaine, c'est un champ disciplinaire très très large, avec un socle très, très large. On va le voir pour les différentes matières que vous allez avoir à apprendre en première année, les différentes années. C'est un socle avec un savoir transversal qui a quelques particularités. Donc, très pluridisciplinaire. Et l'objectif quand même de cet ingénieur généraliste, c'est de concevoir des systèmes complexes. Bon, ça c'est assez classique, on va retrouver pareil dans les applications ferroviaires ou dans le terrestre, applications terrestres, mais ce qu'on appelle des systèmes critiques. C'est-à-dire qu'en fait, quand on envoie un avion ou un satellite, on se débrouille pour que en fait, les taux de panne ou de défaillance soient très très limités et proches de zéro, parce qu'on a des risques humains très importants ou des risques financiers très importants. Donc la criticité de ce qu'on fait au niveau des systèmes complexes est essentielle. C'est quelque chose qu'on essaie de vous inculquer tout au long de la formation. Il doit maîtriser les clés d'innovation, être capable de gérer des grands projets, donc c'est-à-dire que vous aurez des accompagnements sur ces aspects-là, sur la partie innovation et management de projet, entrepreneuriat. Et en même temps, on essaie de le rendre ouvert sur le monde avec l'intégration des transitions qui ont lieu en ce moment, qui sont sur le numérique avec la data science et la cybersécurité, mais aussi sur l'environnemental, avec tout ce qui est enjeu de transport aérien, qui est très important et qui impacte fortement le secteur aéronautique. Donc ça fait partie des choses qui ont un spectre très très large. Alors qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la formation qu'on vous propose? Déjà, premièrement, le socle étant très large et avec des objectifs très précis en termes de degré de qualité des résultats obtenus, de criticité de ce qu'on veut au niveau des solutions techniques, vous allez avoir globalement 70% de formation scientifique et technique proposée dans l'école. Vous aurez quand même beaucoup de choix, puisqu'en fait 37% de ces matières seront à choix, vous pouvez les choisir, avec quand même un bon tiers de la formation qui vous apporte des connaissances en humanité, transition à l'entreprise. Voilà, ce socle scientifique et technique qui est large au départ, il s'affine progressivement, donc en fait la base c'est 6 blocs scientifiques en première année, 3 blocs scientifiques en deuxième année et un bloc d'approfondissement en troisième année. Ces bases sont donc les bases du domaine aéronautique et spatial sont connues dès la première année, vous sont données dès la première année, de manière à ce qu'en fait pour ceux qui ont des envies un peu moins aéronautique et spatiale, ils puissent s'ouvrir sur des spectres plus larges et aller chercher d'autres intérêts, d'autres terrains de jeu. Les enjeux environnementaux en société sont au cœur de la formation, on va retrouver ça en première année, deuxième année.
Le tronc commun humanité, transition entreprise, où vous allez voir en fait tout ce qui est langue vivante et sport, puisqu'en fait la pratique corporelle est obligatoire chez nous. Ben, c'est aussi décliné en première année, deuxième année et troisième année pour partie. Et à chaque année, vous allez voir des projets engageants et innovants. Donc si on regarde un petit peu la première année, un peu plus en détail, hop, vous allez avoir 6 blocs. Donc dans les blocs, on va retrouver un bloc de mathématiques, un bloc de physique avec mécanique quantique, physique relativiste, l'informatique, les signaux systèmes électroniques, éléments du signal automatique, et 2 blocs de mécanique un peu plus classique, mécanique des fluides et mécanique des solides pour cette partie-là. Ça, c'est la partie scientifique et technique. On retrouve dans le bloc aéronautique et spatial les bases de connaissances du domaine aéronautique et spatial qu'on souhaite avoir comme une base commune pour tout ingénieur qui est passé par Supaéro, quel que soit après son parcours par la suite, et avec une première initiation à ce qu'on appelle une posture d'ingénieur système. Donc on va vous mettre sur un avant-projet dès la première année de mission spatiale ou de conception d'un avion pour essayer de vous mettre en phase à comment construire et concevoir un système complexe. Le tronc commun humanité avec dès la première année un gros bloc sur la partie transition environnement et société, à la fois tout ce qui est développement durable, mais aussi la problématique de la data science avec l'IA et les enjeux associés. On a 2 mises en situation qui sont importantes sur cette première année, un projet associé à ces transitions pour avoir une position de l'ingénieur un peu plus éthique, et puis un projet d'entrepreneuriat pour pouvoir vous mettre en situation de création de start-up à partir d'une idée proposée par des alumni de l'école. Voilà pour la première année. La deuxième année, on retrouve un petit peu les mêmes bases, mais avec une particularité qui est le semestre académique à l'international, qui est obligatoire en deuxième année, et qui vous permettra de faire un semestre, vous allez chercher 30 crédits ECTS dans des universités les plus prestigieuses parmi les différents partenariats qu'on a forgés au cours des années. Donc si je clique un petit peu sur la deuxième année, on va retrouver le choix de 3 blocs, peu importe lesquels, parmi les 6 blocs de première année. Donc on voit qu'on affine progressivement votre cursus, votre profil. On retrouve les bases classiques de tronc commun humanité, un peu plus de modules électifs pour vous permettre de vous ouvrir sur ce qui vous plaît, et une mise en situation particulière avec un projet multidisciplinaire qui se fera en lien avec les clubs techniques. Il faut savoir qu'à l'ISAE Supaéro, vous avez beaucoup de clubs qui jouent un rôle important dans la vie, et la vie associative de l'école est vraiment un atout important de l'école. Et on souhaite favoriser tout ça dans le cadre de ce projet multidisciplinaire. Alors ça peut être un projet associé à des clubs, mais aussi un projet associé à des activités plus recherche, ou un projet un peu plus entrepreneuriat. Dans ces cas-là, en fait, on va décliner. Mais la majorité des projets seront certainement associés au club. Donc ça, c'est pour le semestre académique sur le campus. Et en vis-à-vis, au choix, soit au premier semestre de la deuxième année, soit au deuxième semestre de la deuxième année, vous allez partir pour un semestre académique à l'international parmi les différentes destinations que je vous présenterai tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est un descriptif assez précis de la deuxième année. Si je passe maintenant un peu plus, dès la deuxième année, à la fin de la deuxième année, vous avez le choix de rester en troisième année ou de partir faire un double diplôme et chercher des doubles compétences. Donc ça peut être soit à l'international, soit en France. Donc en France, vous avez la possibilité de partir compléter vos études à Sciences Po Paris, à HEC, à l'ESPCI, vous avez la possibilité de faire un double diplôme à l'ENS aussi, avec évidemment, en parallèle de ce qui vous est proposé en troisième année, de faire un master, un parcours recherche qui vous oriente un peu plus sur des activités scientifiques. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup ici, avec en gros entre 10 et 20%, ça dépend des années, des élèves de chez nous qui continuent par une thèse. Donc pour la partie internationale, ça me permet de vous montrer un petit peu les différentes destinations qui sont proposées. Donc ici, en point jaune, les différentes destinations et les continents sur lesquels on peut envoyer nos élèves en substitution académique ou en double diplôme. Donc vous voyez le nombre d'accords de double diplôme, les accords Erasmus+, au sein de l'Europe un peu élargie, et on a des destinations en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, en Australie et en Europe, qui sont disponibles et qui permettent de partir dans les différentes contrées et explorer un petit peu cette notion d'aller vers l'inconnu et l'international. Donc vous avez les partenaires en France, donc j'ai cité Sciences Po, HEC,
l'ENS. Vous avez l'X aussi avec des masters proposés qui sont intéressants et sur l'innovation et l'entrepreneuriat, l'école navale, Toulouse School of Management et la TSE qui est une formation économique très cotée sur Toulouse et en France. Voilà, alors en troisième année, si vous ne choisissez pas le double diplôme, vous avez la possibilité, et on a des formules de double diplôme qui vous permettent de partir faire un double diplôme sur un an et de revenir faire la troisième année. C'est la majorité de ce que choisissent nos élèves. Et donc on peut revenir faire le stage de fin d'études de troisième année et faire les filières d'expertise de domaine d'application. Donc la troisième année a la structure suivante. Vous retrouvez donc le choix d'une filière d'expertise, le choix d'un domaine d'application, le stage de fin d'études en France ou à l'international, c'est pas obligé international, c'est pas toujours évident, des fondamentaux d'ingénierie d'entreprise sur lesquels on pense que vous êtes assez mature pour avoir intérêt à vous y pencher avant de rentrer dans la vie professionnelle, et une mise en situation qui est la dernière mise en situation des 3 années, il y en a une par année, qui concerne un projet ingénierie d'entreprise dont le client est un industriel qui vous donne un sujet que vous allez traiter en groupe de spécialistes des différentes filières et donc un projet avec une animation de type gestion de projet et avec une innovation et des créations dans différents domaines, du spatial, mais ça peut être aussi de l'aéronautique ou franchement tout autre domaine possible. Voilà pour la troisième année. Pour rentrer un peu plus dans la troisième année, les filières d'expertise, ce qui vous est offert en troisième année, donc la filière d'expertise, finalement c'est le dernier bloc qui vous est proposé par rapport au parcours 6-3-1, 6 blocs en première année, 3 blocs en deuxième année et 1 bloc en dernière année. Ben, vous avez globalement un bloc sciences de la décision qui est plutôt orienté sur les approches mathématiques servant à l'ingénierie financière ou le génie industriel, donc c'est plusieurs parcours qui sont proposés, ou la data science. Vous avez des parcours associés aux signaux systèmes, informatique, télécom et réseaux qui sont plutôt électroniques 2EA, avec des spécialités très 2EA, cette partie-là, donc c'est notre partie. Un parcours qui est associé à tout ce qui est spatial, avec notamment un master en recherche sur la planétologie, qui est l'observation de la Terre et sciences de l'univers, qui s'intéresse à la fois à l'observation de la Terre, donc plutôt vision sur la Terre, et puis après sciences de l'univers, vision sur l'extérieur, donc la planétologie, avec des masters en recherche associés, et 2 filières qui sont plus mécanique des structures, et l'autre mécanique des fluides. Les domaines d'expertise, des domaines d'application, pardon, ce sont des domaines qui permettent de compléter cette notion d'architecte système, ingénieur qui doit concevoir un système complexe, avec des soucis de criticité, tel que je vous l'ai dit. On a sur la gauche, sur la colonne gauche, des choses qui sont plutôt dans la thématique aéronautique et spatiale, donc conception et opération des aéronefs, conception et opération des systèmes spatiaux, et puis système autonome avec des robots, des drones, évidemment ça peut être des terrestres, mais des systèmes spatiaux aussi, systèmes autonomes et systèmes spatiaux spécifiques, avec notamment des missions autonomes pour Mars ou autres, qui sont des projets qui sont traités dans ce domaine particulier. Et sur la colonne de droite, vous avez énergie, transport, environnement, modélisation des systèmes complexes et simulation, et NeuroIA, qui sont plutôt des domaines d'ouverture, qui vous permettront de trouver des voies en dehors de l'aéronautique et du spatial, un peu plus généralistes. Voilà pour le parcours complet. Ce qui fait que si on regarde un petit peu les débouchés, sur les domaines d'activité, on va voir que vous avez que 37% des entreprises qui sont du domaine aéronautique et spatial et du domaine défense. Et vous allez retrouver beaucoup de sociétés en conseil et stratégie, management de transition, de l'énergie, du conseil en ingénierie, de la finance et de l'audit. Et puis après, un peu plus éparpillé. Voilà, donc finalement c'est très généraliste parce qu'il y a plein d'ouvertures et plein de possibilités de trouver son bonheur et trouver un domaine d'activité qui lui plaît. Donc le taux d'embauche est très intéressant à 4 mois, évidemment. Et les principaux recruteurs, en effet, sont principalement aéronautiques et spatiaux, parce que pour le reste, on a beaucoup ici, on a beaucoup d'émiettements sur les différents industriels, et donc on voit apparaître que Capgemini, qui est société de conseil principalement, qui apparaît ici. Pour le salaire moyen, vous avez un salaire moyen qui est assez décent pour pouvoir commencer, que ce soit en Île-de-France ou en France de manière générale.
Alors, je vais passer maintenant à quelque chose qui est quand même important pour aussi vos 3 ans de vie étudiante sur le campus. C'est la partie campus et vie étudiante qui fera la finalité. Donc, qu'est-ce que c'est que donc, Toulouse? Bah, c'est une ville étudiante qui est pas mal située. C'est une ville où il y a beaucoup d'étudiants, il y a 50 000 étudiants, donc le classement, elle est assez attrayante pour les étudiants, visiblement, puisqu'elle est assez classée régulièrement première dans le classement de l'étudiant. Euh, Évidemment, il y a un tissu industriel aéronautique et spatial qui est assez très intéressant, dans lequel vous allez trouver votre bonheur, il n'y a aucun problème. D'un point de vue positionnement, ben, elle est située idéalement à portée des Pyrénées, à portée de la Méditerranée, de l'océan Atlantique, et Paris est pas très loin en train, 4h30. Et si on aime l'avion, ben, en fait c'est encore plus court. Voilà les différentes choses. Donc le centre-ville de Toulouse, elle est à moins de 15 minutes en vélo par le canal du Midi, ce qui fait que souvent, ben, même si le campus est situé un petit peu à part, on a un accès facile et beaucoup d'étudiants sont en double, sont en colocation en centre-ville. Alors peut-être que je peux faire témoigner un étudiant qui est avec nous là, qui est Raphaël, sur un petit peu sa vision de justement de Toulouse, ville étudiante. Est-ce que c'est du bluff ou est-ce que c'est vrai? Bah, déjà, bonjour à tous. Alors, je m'appelle Raphaël et je suis étudiant là en dernière année à Super. Pour répondre à la question sur la ville de Toulouse, alors moi, je viens de région parisienne, donc je connaissais pas du tout Toulouse avant d'y arriver et bah, j'ai découvert la ville en découvrant l'école. Effectivement, alors première chose, le centre-ville en lui-même, il est à 15 minutes ou même moins si vous pédalez vite. En fait, ce qu'on fait, c'est que on est beaucoup à, par exemple, vivre en centre-ville à Toulouse et à venir en cours en vélo le long du canal. C'est quelque chose de très très agréable. Longer le canal au printemps ou même en hiver quand il fait froid, c'est pas très grave. C'est une ville étudiante, il y a beaucoup d'écoles. Alors si vous aimez bien faire la fête, je pense que vous allez au bon endroit. Si vous aimez aussi vraiment le côté nature, c'est excellent parce que, ben, comme c'est précisé, on a 1h30 des Pyrénées. Donc, on peut aller faire du ski le week-end pendant les vacances. On est à 1h30 de la Méditerranée aussi. Donc, si vous voulez aller dans le Pays Basque, pareil, c'est juste à côté. Et pardon, l'Atlantique, c'est assez proche si vous voulez aller au Pays Basque. Et la Méditerranée aussi, c'est juste à côté. Donc, si vous faites des sports nautiques ou des sports de montagne, tout est vraiment accessible. Et moi, personnellement, j'ai vraiment adoré ma vie à Toulouse. Ça change énormément de la vie que j'avais pu avoir à Paris, sans comparer les deux. Et c'était vraiment quelque chose, ça fait partie intégrante de ma formation à super-héros. Ok, merci Raphaël. Donc je continue un petit peu pour focaliser sur le campus. Voilà, donc c'est un campus étendu, de 19 hectares, donc à 15 minutes du centre de Toulouse. On a 21 équipements sportifs, donc en particulier une piscine, on a des terrains de tennis, des terrains de squash, terrains de rugby. Donc voilà, on a pas mal de choses intéressantes. On a une aérothèque dernier cri dans laquelle vous allez trouver à la fois des supports vidéo et autres et des bouquins de référence. Des résidences étudiantes qui vous permettent d'être logés dès la première année. Un campus qui est assez vert, puisqu'en fait le canal qu'on voit ici un petit peu avec les arbres ben, longe tout le campus, ce qui vous permet en effet d'accéder facilement via ce canal au centre-ville. Et évidemment une école d'aéronautique et d'espace avec une flotte de 9 avions qui vous permet de travailler et de prendre, enfin de tester, puisqu'en fait il y a des parties de formation qui se font à bord de ces avions-là. Et puis après, si ça vous intéresse, de passer le brevet de pilote. Pas pour tous, il y a une petite sélection, mais en effet, il y a un certain nombre d'élus qui peuvent en effet bénéficier de taux de réduction intéressants pour passer le brevet. Alors je pense que j'ai pas listé tout l'ensemble des avantages. Est-ce que Raphaël, tu as quelque chose à rajouter sur tout ça? Alors ça, c'est plutôt le côté vraiment étudiant. On a aussi au centre du campus la maison des élèves. C'est là où globalement tous les élèves vont venir se réunir pour faire des soirées, par exemple, pour bah, apprendre à se connaître aussi. Et c'est là où il y a tous les clubs étudiants, donc on en parlera tout à l'heure, mais là où tous les clubs étudiants sont un peu postés, que ce soit le bureau des sports, bureau des élèves, les clubs d'astronomie, etc. Donc c'est aussi très centré sur la vie étudiante en elle-même. Et donc ça, c'est un des gros avantages de l'école, en plus de tout le reste.
Ok, justement, en fait, la prochaine diapositive concerne la vie étudiante, alors incomparable. Je pense qu'en effet, c'est quelque chose de fabuleux. Donc, je donne les chiffres et puis après, je vais faire agir Raphaël. Donc, il y a 110 clubs étudiants, il y a 3 bureaux étudiants. Alors, il y a un certain nombre de nationalités, puisqu'en fait, finalement, avec 40% d'étudiants étrangers, ben, vous allez pouvoir vous mixer avec 62 nationalités au niveau des clubs, parfois. Donc, ça va être très, très enrichissant, avec des soirées interculturelles peut être croustillante, on va dire. Donc voilà, et puis après, je vais laisser peut-être Raphaël compléter plus précisément la planche, puisqu'il l'a vécu de près. Alors, ouais, en parlant de la vie étudiante, la vie associative, elle va être axée autour de trois grandes associations. Donc, si vous connaissez un peu le milieu, il y a le bureau des élèves, le bureau des arts et le bureau des sports. L'idée, c'est de pouvoir brasser très très large sur le centre d'intérêt des gens. Le bureau des arts, ça va être un bureau où, par exemple, quand on en fait partie, on peut aller voir des pièces de théâtre à prix réduit. On peut avoir aussi des prix réduits sur les places de cinéma. Aussi, il y a des voyages culturels. Par exemple, moi, j'ai eu la chance avec le Bureau des Arts d'aller visiter Palma de Majorque. Il y en a qui peuvent visiter San Sebastián, l'Espagne ou des coins comme ça. Les clubs techniques, donc qui appartiennent pour un certain nombre au bureau des élèves, c'est là où on peut vraiment appliquer les connaissances qu'on a dans le cadre d'un projet étudiant. Ça peut être concevoir un drone, faire de l'aéromodélisme, participer aux compétitions de France de robotique. Donc, il y a un club de robotique qui fait tous les ans cette compétition et un club d'astronomie. Si, par exemple, vous avez jamais vraiment fait de l'observation avec un télescope, ben, il y a un club qui tout fait pour où on peut accéder au télescope de l'association. Par rapport au bureau des sports, alors moi, je faisais partie du bureau des sports. Ce qui est vraiment chouette et ce qui se différencie beaucoup avec les autres écoles, c'est que on a environ une quarantaine de sections sportives. Donc, parmi les sections sportives, il y a les sports assez classiques comme le rugby, évidemment, puisqu'on est à Toulouse. Il y a le football, volleyball. Et il y a aussi des sports un peu plus atypiques. Par exemple, vous pouvez faire de l'aviron sur la Garonne, de l'escrime. Et surtout, les sports un peu stars de l'école, ça va être les sports aéronautiques. On a une section de parachutisme, on a une section de vol en ULM, on a des sections un peu comme ça qui sont bah, pas toutes les écoles ont ce genre de section. Pareil, puisqu'on a la montagne à côté, on a une section de ski où ils y vont tous les week-ends, en hiver évidemment. Et puisqu'il y a la mer aussi, il y a une section de surf ou une section de planche à voile, etc. Donc c'est vraiment très très large. Vous trouverez réellement votre compte si vous êtes un peu sportif ou pas. Et alors, il y a une des associations les plus connues, un des clubs les plus connus, c'est la Fanfare, qui s'appelle Los Superhéros, où bah, c'est une grande bordasse qui, tous les week-ends aussi, ils vont aller à la place du Capitole à Toulouse pour faire des petits shows. Ils vont aller faire des festivals de condom, par exemple. Et il y a une très, très grosse ambiance. Donc voilà, ça, c'est pour vous montrer un peu que la vie associative est très remplie à super-héros et tout le monde y trouve son compte. Qu'on soit débutant en sport ou à un niveau compétitif. Et pareil, si on aime faire de la peinture, si on aime faire des photos ou même créer des films. Voilà. Ok. Merci Raphaël. Oui, oui, c'est en effet, je pense que c'est un des gros avantages de l'école. Je entre en plus. Donc peut-être que maintenant, on va passer au témoignage de ton parcours, Raphaël, si tu veux bien nous faire partager avec nous comment tu as vécu, comment tu es arrivé, comment tu as passé ces Ouais. 3 ans, ces différentes années, et puis après ce que tu envisages de faire par la suite. Merci à toi. Alors, ouais, pas de souci. Alors, moi, ce que j'ai fait comme vous, ben, j'ai fait classe préparatoire. Donc, j'ai eu en 2018 mon bac S à l'époque. Et ensuite, je suis arrivé directement en classe préparatoire. Donc, moi, je suis rentré en PCSI au lycée Claude Bernard, qui est à Paris, dans le 16e arrondissement. Ensuite, en 3,5, je suis arrivé en PSI, toujours dans la même prépa. C'était l'année du Covid, donc bon, disons que ça m'a poussé à faire 5,5 et j'ai fait 5,5 toujours dans le même lycée Claude Bernard en PSI étoile. Comme vous, j'ai passé les écrits puis les oraux et bah, le résultat que j'ai eu a fait que j'ai pu être admis à Super Héros. À Super Héros, bah, comme ça vous a été présenté, c'était quand même une très grosse dominante bah, maths, physique, informatique et dynamique des fluides, mécanique des matériaux.
Et c'était un programme, enfin, c'est un programme assez dense, mais vraiment passionnant. Ensuite, en deuxième année, bah, je vais pas représenter, mais c'est toujours la même idée de continuer à pousser un peu ces réflexions. Il se trouve que je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Moi, ce qui m'a toujours plu, c'est faire de l'aérospatial, que ce soit des fusées ou des satellites, ça m'a toujours plu, mais en fait, c'est très très large comme thème. Comme on vous a montré, il y a énormément de domaines d'application dans l'aéronautique. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de faire une coupure dans ma formation. J'ai fait ce qu'on appelle une année de césure. J'ai mis en pause mes études pendant un an pour aller faire des stages et avoir une expérience. J'ai fait un premier stage à l'IRAP, donc on vous en a un peu parlé. J'étais vraiment dans le spatial pour faire de la détection de sursauts gamma et de phénomènes explosifs dans l'univers. Et ensuite, j'ai pris une grosse tangente et je suis allé dans une start-up parisienne pour faire de l'avionique. Donc, c'est des systèmes embarqués. J'ai découvert là-bas que ce qui me plaisait, c'était vraiment de faire de l'automatique. Donc, comme vous avez pu voir pour la plupart, des sciences industrielles. C'est une architecture qui me plaît énormément parce qu'elle est touche à tout un peu dedans. Mais je vais y revenir juste après. Entre-temps, puisqu'on a un semestre académique obligatoire à l'étranger, moi j'ai fait un semestre dans le génie aérospatial de Polytechnique Montréal. Donc j'ai passé 5 mois à Montréal à travailler toujours sur de l'ingénierie appliquée à l'aérospatiale. Donc en dernière année, j'ai intégré la filière signaux système et appliquée à l'automatique avancée. L'idée de l'automatique, pour ceux qui l'ont vu, c'est par exemple une fusée, si je la fais aller d'un point A à un point B, c'est comment réussir à faire en sorte qu'elle conserve toujours sa trajectoire malgré toutes les perturbations. Donc c'est des lois d'asservissement, c'est de la correction, c'est de la boucle, etc. Donc j'ai choisi ce domaine, cette filière, pardon. Et en domaine d'application, j'ai pris conception et opération de systèmes spatiaux appliqués au transport spatial. Donc concrètement appliqués aux fusées. Moi maintenant, ce que je suis en train de faire, puisque dans le cursus, il faut faire un stage de fin d'études, là je suis en train de faire un stage chez Airbus, dans Airbus Group, pour du contrôle optimal, donc calculer les meilleures trajectoires optimales, appliquées aux fusées. Donc voilà, ça vous donne un peu l'idée d'un parcours assez typique d'un élève, assez typique aussi. Faut savoir qu'en parallèle, j'étais engagé dans la vie associative de l'école, donc j'étais président du bureau des sports. Et ça m'a donné vraiment, au-delà du côté scientifique, intellectuel de l'école, ça m'a donné vraiment des compétences peut-être plus sociales. Ça m'a permis de rencontrer des gens, ça m'a permis de faire vivre le campus et de faire profiter aux gens, que ce soit le club aéronautique, parachutiste, comme le club rugby. Donc, j'étais beaucoup engagé dans cette vie étudiante et ça a vraiment fait partie intégrante de mon cursus et de ce que je suis maintenant. Donc voilà, ça vous donne l'idée un peu d'un parcours assez classique. Ok, merci Raphaël. Je vais rebondir un petit peu sur ton parcours. Donc on voit qu'en fait tu as exploré tout ce que tu pouvais, tout ce qui était possible d'explorer en fait à l'école. C'est super, c'est chouette. Je pense que c'est en effet un petit peu la tendance de tous les élèves, c'est de pouvoir en fait, il y a tellement de choses à faire que ils essaient d'explorer un peu tout. Donc il y a une particularité que tu as mentionnée, c'est que tu as fait une année de césure avec deux stages. Et c'est en effet, ce sont deux stages qui sont possibles, puisqu'en fait, une année de césure, c'est un droit, en fait, pour les étudiants de partir en année de césure. En tout cas, c'est un droit qui est accordé sous contrôle de l'administration de la direction de la formation, qui permet de valider qu'en fait, vous n'allez pas faire rien faire pendant un an, hein, c'est de faire quelque chose qui puisse vous être utile. Et par contre, une condition, c'est que cette année de césure ne serve à rien valider au niveau du cursus. Donc, si vous faites des stages, qui sont tout à fait autorisés, vous pouvez faire plusieurs stages, ils sont tout à fait autorisés, c'est qu'en fait, ils ne seront pas comptés dans la formation. Ce sera simplement de votre expérience personnelle à mettre sur votre CV, pour pouvoir en fait avoir un peu plus de connaissances, affiner vos choix, vérifier que ça vous plaît, que la recherche, je vais le tester un petit peu là ou pas. Et ça, c'est des choses qui sont des possibilités tout à fait ouvertes au niveau du cursus. Bien que le cursus puisse être entièrement fait en 3 ans sans aucun problème. Donc moi, il y avait quelques questions. Alors peut-être on va peut-être passer on a fini avec le discours général. Peut-être qu'on peut passer maintenant aux questions. Questions-réponses. Donc j'en ai quelques-unes là déjà.
Alors, il y a quelqu'un qui hésite entre les mines de Paris et Super Héros pour pouvoir travailler dans l'aérospatial. Bon, déjà, j'ai pas d'hésitation, en fait. Venez à Super Héros pour travailler dans le spatial. Si vous aimez la mécanique des fluides, si vous aimez les systèmes spatiaux, tout ce qui est en fait attrait à ça, ce serait quand même dommage de ne pas venir à Super Héros et se dire je vais passer par les mines pour pouvoir passer à travailler à l'ESA ou à Airbus. Vous aurez quand même beaucoup plus de facilité de travailler dans ce domaine-là. Euh, il y a alors si on ne sait pas encore vraiment ce qu'on veut faire plus tard, bah écoutez, moi ça me paraît tout à fait. C'est une école généraliste, hein. Donc comme je vous l'ai expliqué, on a un socle commun important qui est proposé en première année. En deuxième année, on affine, mais pas obligatoirement dans des thématiques associées à l'aéronautique et le spatial. Et ce qu'on vous enseigne, ce sont des matières scientifiques qui vous demandent, sur lesquelles on exige des compétences assez importantes, et qui vous permettront, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer en fait au travers de toute la présentation, qui vous permettront de travailler dans différents domaines. Ça peut être l'énergie, le transport, ça peut être l'ingénierie financière, ça peut être la data science. Je veux dire, en fait, comme je vous ai montré, les débouchés proposés, en fait, et les réalités des débouchés des ingénieurs super-héros, c'est pas un domaine restreint aéronautique et spatial. C'est vous qui construisez votre parcours, qui construisez là où vous allez. Donc, nous, ce qu'on se contente de faire, c'est vous donner de quoi les possibilités de vous former correctement, et de manière à ce qu'en fait, vous suiviez votre chemin. On a quand même un enjeu, c'est qu'il y ait quand même une partie de nos élèves qui fassent de l'aéronautique et spatiale. Parce que quand même, on est payé par le gouvernement aussi pour pouvoir fournir des ingénieurs qui alimentent ce secteur d'activité, spatiale ou aéronautique. Et ça fait partie des choses où c'est un peu notre mission essentielle et c'est notre corps de métier. C'est ce qui nous plaît aussi. Donc, mais pour les gens qui ne savent pas encore, ils ont tout à fait la possibilité d'explorer par ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions particulières? Alors, est-ce que les modules électifs sont disponibles à tous selon les filières? Alors, les modules électifs se trouvent dans première année, deuxième année. Après, c'est principalement les filières et domaines de troisième année. Les électifs de première année et deuxième année, il n'y a pas de contraintes thématiques. Tout est ouvert. Alors, à combien de clubs est-il possible de s'inscrire? Et à quel moment de l'année ça se fait? Alors, je pense que... Alors déjà, moi, en tant que prof, je vous dis, hop, attention, faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Ok? La première année, on a envie de s'inscrire partout. Le danger, c'est d'arriver pour tester, c'est bonne chose, mais en fait, après, il faut réduire la voilure rapidement, sinon après, la première année, elle est mise en danger. Donc, voilà. Je laisse Raphaël vous donner son aperçu personnel de la difficulté qu'il peut y avoir à vouloir faire trop de clubs. Ouais, alors, il n'y a pas vraiment de limite au nombre de clubs auxquels on peut s'inscrire. En fait, c'est tout bête, la limite, c'est est-ce que tu as le temps de tout faire? Et par contre, il y a un sorte de plafond qui va un peu se poser. Si on est engagé dans trop de clubs, trop d'associations, ça va commencer à être très, très dur d'équilibrer entre la vie associative, la vie estudiantine, et les cours. Faut pas oublier que on est dans une école avec un niveau assez relevé quand même, où il y a des examens à valider, il y a des modules à valider, et mais c'est pas non plus extrêmement facile. Donc il faut être capable de jongler entre tout. Un des risques, effectivement, comme Laurent disait, c'est de s'engager dans trop, trop, trop de clubs et à la fin ne même plus avoir le temps de travailler. Et donc bah, d'arriver un peu ric-rac sur les examens. Après, oui, il n'y a pas vraiment de limite de club. Et ça, de toute façon, si vous êtes admis à l'école, au début de l'année, les associations, vous vous présentez tous les clubs. Il y aura ce qu'on appelle un rallye des clubs, où pendant une journée, vous pouvez aller visiter tel président de tel club ou d'association, poser des questions, voir un peu au niveau planning comment ça se passe et bah, toute l'ambiance. Parce qu'en fait, ce qu'on fait en général, et moi le premier, c'est qu'on s'engage dans énormément de clubs au début, parce qu'on se dit, mais en fait, c'est la fête, il y a plein de clubs, plein de trucs qui me plaisent, on peut faire plein de trucs. Et en fait, il y a un sorte de tri un peu naturel qui va se faire. On a certaines affinités, donc on va rester dans tel club et on va peut-être quitter tel club. Donc voilà, c'est quelque chose qui se fait assez naturellement. Il n'y a pas de vraie limite, mais elle se fera toute seule, la limite.
Ok, merci Raphaël. Alors, il y a des questions sur les doubles diplômes. Ils sont accessibles à partir de la deuxième année, en fait, après la deuxième année. Et ces doubles diplômes peuvent prendre plusieurs formats. Comme je vous disais, ça peut être juste une année et ensuite vous revenez en troisième année. Ça peut être partir pour 2 ans et rester à l'étranger ou en France. Et pour les parties françaises, donc ENS, HEC, Sciences Po, ça peut être une alternance où en fait vous allez faire une période à Sciences Po, vous revenez ensuite en troisième année. C'est très variable et je ne peux pas décrire un schéma général. Pour le cas particulier de l'EPFL ou de la TOUM, au niveau qui sont des diplômes internationaux, les doubles diplômes internationaux, comme vous voyez, en fait, on a ouvert sur HEC Sciences Po, c'est pas particulièrement nos spécialités à l'école, donc on va aller chercher parfois d'autres spécialités. Donc les doubles diplômes, ça peut être aussi l'objectif d'aller chercher une compétence qu'on n'a pas à l'école et qui permettrait en fait de faire, d'arriver à ça. Donc c'est tout à fait ouvert, ça peut être aéronautique ou aérospatial, qui est plutôt classique, mais ça peut être aussi quelque chose qui est associé à l'énergie. Alors comment se déroule la rentrée? Ben, il y a une semaine en fait d'adaptation, il y a un week-end, ce qu'on appelle le WAI, un week-end d'intégration en fait, il me semble, des premières années, qui se fait, et qui est assez festif, il me semble. Et puis après, ben, vous rentrez, les cours se font assez rapidement. Voilà, il y a pas de photo. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Ouais, je crois qu'il y a eu une épreuve de langue, parce qu'en fait, en gros, je rappelle que vous avez un niveau de TOEFL obligatoire à avoir pour le diplôme, donc ça fait partie, dès la première année, en fait, dès la rentrée, en fait, on vous pose un petit peu pour tester votre niveau d'anglais. Je crois que j'ai cerné ça à peu près, et puis ça rentre très facilement dans les cours, parce qu'en fait, la première année était assez chargée, donc vous allez commencer sur les cours très rapidement, ou à partir du 6 septembre, bon, 3 ou 4 septembre, ça va commencer en fait les cours. Après une rentrée qui va être le 28 août ou 27 août. Je prends peut-être les dates précises. Euh, pour les logements, est-ce qu'il y a des places réservées aux premières années en école? Ok, oui. Il y a donc 1000 places de résidence étudiantes. Et on souhaite qu'en effet, toutes les premières années puissent se loger sur place. Donc ça fait partie d'un enjeu important de l'école vis-à-vis du partenaire industriel qui commercialise ces chambres. Alors, est-ce que le module énergie comprend aussi le domaine du nucléaire civil ou de défense? Je pense qu'ils abordent un petit peu de nucléaire civil, la défense non. Le module, j'imagine, c'est le domaine de troisième année, énergie de transition, transport et environnement. Je pense que le nucléaire est abordé, c'est pas le cœur du sujet. Et par contre, le nucléaire de défense, non. C'est sûr. Alors, je confirme, il y avait une question concernant l'informatique proposée au MPI. Alors, il y a des cours différents. En effet, c'est que on propose, pour éviter pour les gens qui ont fait beaucoup d'informatique dans la section MPI, de faire des projets un peu adaptés. Après, c'est un choix, c'est pas une obligation. Si vous voulez vous contenter de refaire des choses que vous avez déjà fait, c'est bien, mais c'est un peu dommage pour votre progression, à mon avis. Et ce sera pas, l'idée, c'est pas de faire de l'informatique purement théorique. Donc, ça devrait être, à mon avis, accessible et vous pouvez discuter avec le responsable du cours d'informatique pour choisir ce que vous voulez faire. On recrute une dizaine de places, on a une dizaine de places à un pays. Donc, c'est vraiment un groupe un petit peu particulier et qui est uniquement à des projets spécifiques en informatique. Alors, quels sont les liens entre super-héros et Polytechnique? Bon, mais déjà, on fait partie du même ministère. C'est-à-dire que ça fait de la même entité, on est des écoles dites militaires, à partenariat militaire, et donc on accueille chaque année une trentaine d'élèves, en fait entre 20 et 30 élèves de l'X en troisième année qui viennent faire leur école d'application avec, et donc dans les domaines plutôt aéronautiques et spatiaux. Et au-delà de ça, on a des accords de partenariat qui nous permettent d'accéder à des parcours innovation entrepreneuriat via l'X. Donc ça peut se faire en 2 ans, ou ça peut se faire en un an. Donc ce sont des doubles diplômes. Alors une question sur le travail à temps partiel pour financer les études à côté des cours.
Il y a, je vais laisser peut-être Raphaël témoigner s'il en a parlé, mais globalement, le principe, c'est que voilà, travailler à temps partiel, financer les études, c'est une possibilité, mis à part qu'en fait, il faut faire attention à la charge de travail. Donc, on propose en fait du pupitrage. Je ne sais pas si tu as fait ça, Raphaël, pas du tout. Bon, voilà. C'était que en fait, ça vous permet de travailler, faire quelques heures dans la semaine pour pouvoir récupérer un petit peu d'argent, mais c'est limité et honnêtement, c'est un danger de dire qu'on peut travailler en parallèle. C'est un vrai danger pour la scolarité. Je te laisse témoigner, Raphaël, peut-être sur ça. Alors, effectivement, temps partiel, ça risque d'être, enfin, c'est mon avis, mais je pense que ça risque d'être too much. Encore une fois, c'est un cursus qui est assez lourd, assez chargé pour réussir à le valider, et ça revient un peu à la réflexion sur les associations. Il faut avoir du temps à consacrer aux cours en eux-mêmes. Le temps partiel, si ça prend trop de temps ou trop d'énergie, ça risque d'écraser un peu le cursus en lui-même. Par contre, ce qui se fait, ce que beaucoup ont fait, dont moi, c'est, alors j'ai pas fait de pupitrage, mais il y en a par exemple qui sont pupitreurs au centre informatique. Donc c'est eux qui vont rester s'il y a un problème à gérer, c'est eux qui sont là pour réussir à les régler. Il y a les pupitreurs à la bibliothèque aussi, qui tiennent un peu le stand à l'entrée. Il y a les pupitreurs à la salle de sport, où ils sont là, ils ouvrent la salle de musculation et si les gens ont un problème, ils les voient. Ce qui se fait aussi, ce que j'ai fait et d'autres amis aussi, c'est par exemple donner des cours. Moi, j'ai donné des cours de maths et de physique à des élèves en prépa. Et c'est quelque chose qui rémunère assez bien, entre guillemets, et qui permet surtout d'arrondir un peu les fins de mois. Après, ce sera pas du temps partiel. C'est pas la même dimension que du temps partiel. Je pense que c'est pas très compatible. Après, il y a l'alternance, mais ça, c'est pas le cursus principal généraliste ici. Ok, merci, Raphaël. Il y avait peut-être une question pour toi. Est-ce que tu avais trouvé facilement les deux stages pour la césure, en fait? Alors, le premier stage, assez facilement, parce que c'est à l'IRAP, donc Institut de recherche en astrophysique et planétologie. En fait, c'est littéralement c'est le trottoir en face de l'école. J'ai trouvé assez facilement celui-là parce que bah, c'est des réseaux, il y a beaucoup de gens de super-héros qui vont là-bas. Le deuxième, c'était un peu plus dur. En fait, le problème des stages de césure, c'est que c'est pas un stage de fin d'études. Il n'y a pas la perspective de l'embauche après. Donc, ça peut être un peu compliqué d'en trouver un. Il faut un peu jouer des coudes. Par contre, quelque chose qui est clairement non négligeable, c'est le réseau de super-héros. Partout où on va, dans l'aérospatiale, ce sont des anciens super-héros. Là où je suis en stage actuellement, mon tuteur, c'est un ancien super-héros. À l'IRAP, c'était des anciens super-héros. Et là où j'ai fait mon deuxième stage de césure, ce sont des anciens super-héros. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à faire jouer le réseau de l'école en lui-même. C'est un réseau très puissant, il y a beaucoup de gens, et ça peut vraiment débloquer une situation où on n'arriverait pas à trouver de stage. Donc, voilà, ça dépend aussi de ce que vous cherchez. Si vous cherchez quelque chose de très, très niche, très spécifique, bah forcément, ça risque d'être compliqué. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous cherchez, mais il ne faut pas hésiter à passer par un réseau interne super-héros. Voilà. On a quand même un service qui est assez important qui s'appelle le Career Center, qui vous permet d'avoir en fait beaucoup d'offres et de soutien pour participer à cette employabilité, vous présenter, faire un CV, réussir un entretien, gérer un petit peu de ces choses-là. Et là, on vous met en condition. Après, il y a toujours des difficultés à trouver des stages, mais c'est quand même assez facilité. Il y avait une question sur le budget global pour un étudiant sur la première année. Alors, déjà, on a la possibilité d'avoir des bourses, hein, donc il y a des bourses, les boursiers il y a des bourses de la fondation Isae Super Héros, donc qui vous permet d'avoir quelques bourses, des prêts d'honneur aussi pour ceux qui ont des besoins pour financer des études ou autres. Les coûts de la formation, c'est autour de 2500 scolarités par an, 1500 par an. Et après, ben, il y a le coût du logement, le coût du restaurant, mais ça va être 1 € le repas au restaurant à partir de l'année qui arrive. Donc voilà, donc ça veut dire que c'est des frais assez limités, si évidemment on ne fait pas la fête tous les soirs. Ça c'est clair. Le parcours, pouvons-nous faire un super-héros? Ben, en fait, pour devenir astrophysicien, ben, il y a le choix des blocs qui vous permettra de vous spécialiser en physique, entraînement du signal, en fait un peu plus tout ce qui est mécanique spatiale, et puis après le choix de la filière. Donc classiquement, c'est quand même un parcours très étroit. Très étroit, il faut savoir devenir astrophysicien. C'est qu'en fait après, ben, il faut prendre la filière, je vous conseille la filière au TSU,
Et dans la filière au TSU, ben, c'est de choisir de faire le master AZEP, qui est en fait un master orienté sur justement l'astrophysique. Et donc, parmi les élus, c'est-à-dire qu'en fait, si vous devez devenir astrophysicien, ben, il faut faire un doctorat. Et après le doctorat, ben, trouver enfin, vous faire embaucher dans un laboratoire de recherche. Donc le parcours est étroit, mais il est accessible en effet à partir de l'école. Il n'y a pas de problème. Ça se fait largement. Est-ce que j'ai des questions? Moi j'avais une question sur est-ce qu'il y avait des accords avec l'école de l'air? Alors, vous avez un petit peu dans la liste, vous irez sur le site de l'école. En effet, on a des accords avec l'école de l'air pour pouvoir, il y a déjà la possibilité d'aller faire quelques cours à l'école de l'air dans la semaine de la mobilité, dans une semaine de mobilité où il y a des partages d'étudiants entre les différentes écoles du groupe ISAE. Mais il y a aussi la possibilité de faire une substitution ou de partir en, de partir en formation. Ça ne veut pas dire qu'après vous avez un accord du type on peut avoir les doubles diplômes école de l'air. C'est pas tout à fait la même spécificité quand même, hein. On n'a pas du tout le même périmètre, hein. Un périmètre objectif de formation. Alors je prends peut-être alors, la sélectivité au recrutement. Voilà. Est-ce que c'est difficile d'avoir super héros et comment se positionner correctement? Donc là, globalement, sur les rangs d'admission, on va dire on est assez sélectif sur tous les rangs d'admission. Sur les MP, ben, il faut être au-dessus des 800, 900. Sur PC, c'est 400, 500. Sur PSI, c'est pareil, 400, 500. Sur MPI, on est plutôt sur du centième. Et sur les autres filières, ben, c'est encore plus réduit. Voilà. Donc c'est vrai, c'est très sélectif. Mais bon, j'espère que vous avez bien réussi vos oraux et que vous pourrez vous classer dessus, hein. Il n'y a pas de problème. Alors, est-ce qu'il est possible de faire une alternance? Alors, on a un diplôme par apprentissage, mais qui n'est pas sur le diplôme généraliste, hein, qui permet de faire en 3 ans d'apprentissage une formation un métier d'ingénieur. Ce qui est proposé, c'est en 3e année, on vous propose de faire un contrat possible d'alternance, donc un contrat de professionnalisation en dernière année, avec moyennant quelques substitutions de cours par une partie en entreprise. Et donc on a une vingtaine d'élèves, grand maximum, sur les 300-350 qui participent à la dernière année, qui font en fait un contrat de professionnalisation. Il faut savoir que comme la majorité a fait beaucoup de stages, ils ont aussi eu des gratifications. C'est pas obligatoirement quelque chose que tout le monde recherche de faire un contrat pro en dernière année. Alors peut-on danser dans ce salon? Je pense que oui en fait, hein. Je ne sais pas si en fait quel danse ce salon vous propose, mais je pense qu'il y a tous les clubs, donc je ne serais pas étonné qu'il y a. Alors il y a un club fromage, il y a un club vin, il y a un club je sais pas quoi, enfin il y a des clubs partout. Donc de base, club de danse de salon, je serais très étonné qu'il n'y en ait pas un. Peut-être que Raphaël pourra nous donner son avis, mais je pense que doit y avoir ça. Je Alors, sais. fut un temps quand j'y étais, bon, il n'y a pas si longtemps, oui, il y en avait un. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de clubs et surtout on peut créer des clubs. Si, par exemple, mettons, alors, il y a un club de rock, mais s'il y a un club de hip-hop, par exemple, que vous voulez ouvrir, si vous trouvez suffisamment de gens motivés, vous pouvez présenter, faire une demande au bureau des sports et ouvrir le club de hip-hop. Donc, dans ce salon, il en existait un, je sais pas ce qu'il en est encore parce qu'il faut des gens pour s'occuper du club. Mais voilà, tout peut exister. Enfin, modulo certaines limites, pas de club complètement absurde, mais ouais, c'est dans ce salon, ça existait quand j'y étais. Oui, je pense que c'est en fait oui, je pense que de toute façon si vous en avez pas, vous pouvez l'inventer. Je pense que c'est ça le principe de base, hein, des choses, il y a des clubs qui s'inventent chaque année, donc en effet il y a pas de problème. Après, il faut réussir à convaincre les gens que créer ce club, c'est quelque chose de pertinent. Ce qui n'est pas Voilà, c'est toujours ça. évident. En face, vous avez des étudiants comme vous. Il faut leur dire, OK, le club que je veux créer, club charcuterie, pourquoi c'est pertinent? Ça, après, c'est à vous de réussir à vendre vos talents Ah, mais si la d'expert charcuterie est bonne, là-dessus. peut-être que ça peut aider un certain, il n'y a pas de problème. Ça.
c'est bien que le fromage, hein, en fait, avec un gros budget, donc je veux dire, voilà, on arrive à tout, quoi. Quand on est persuadé, enfin, on est persuasif, ça marche. Il y avait une question sur super-héros et sup-optique. Oui, oui, en fait, on peut tout à fait devenir ingénieur en instrumentation optique dans le spatial en passant par l'ISAE super-héros via les différentes filières dont je vous ai mentionné, que ce soit en fait CISI ou puisqu'en fait il y a de l'imagerie là-dessus, mais il y a de l'imagerie aussi du côté OTSU. Plus ensuite vous avez des cours de tronc commun qui paraissent sur ça. Donc honnêtement, en fait, les gens qui vont pouvoir travailler sur des instruments, ça demandera peut-être un master particulier, mais honnêtement, c'est des choses qui, au contraire, on sait tout à fait qu'il y a des besoins et c'est important de pouvoir le faire aussi en passant par super-héros. Alors, une journée type en première année à super-héros. Euh, donc ça commence par le lever, c'est ça? Euh, Voilà, alors potentiellement les cours commencent à 8 heures. Voilà, on a une pause, le restaurant est sur place, donc on a une pause repas à midi et demi, 1h30 ou 2 heures, et puis après ça repart. On a à peu près entre 6 heures et 7 heures de cours, potentiellement avec plutôt une alternance cours PC, BE, petite classe ou bureau d'études, donc des applicatifs. Et puis vous avez systématiquement, je vous rappelle, des langues vivantes, de l'art et culture, donc des choses qui vous permettent de vous évader de la partie scientifique et de la pratique corporelle qui sont distribuées sur chaque jour de la semaine à horaires réguliers. Donc ce qui fait qu'une semaine à super-héros, bon, c'est chargé, mais c'est pas non plus le bagne, en fait, il me semble. On est sur du 6 heures à 7 heures de cours, et puis après, vous avez quand même un jeudi après-midi qui est consacré à vos activités perso, et pas mal de sport, notamment. Alors, est-ce que la filière dont l'on provient, PSI, MPI, a une influence sur les domaines disponibles ou étudiés? Non. On vous prend tel que vous êtes, et en fait, en gros, on met tout le monde à niveau progressivement sur la première année. Et après, vous avez le choix, surtout. Il n'y a pas de filière réservée à certaines filières, de parcours réservé à certaines filières ou pas. Donc ça peut être un peu difficile, mais c'est pas pour certains. Je pense à des filières où on recrute peu, mais s'ils ont vraiment la volonté et qu'en fait ils nous signalent qu'il peut y avoir des difficultés, ça se passe toujours très bien. J'ai peut-être une dernière question. Ouais. Alors, sur les thématiques, il y a la recherche fondamentale en physique. Bah, si vous voulez par exemple faire de la recherche fondamentale en physique, mais que vous vous intéressez à l'aéronautique, je vous rappelle, il y a la possibilité de faire un double diplôme avec l'ENS, au-delà de continuer dans cette thématique-là. Je veux dire, la filière au TSU, c'est quand même quelque chose qui est en physique fondamentale et assez conséquente sur la partie planétologie et autres. Mais vous avez la possibilité de partir sur l'ENS si vous avez vraiment des envies de faire de la physique fondamentale. C'est ça l'idée. Euh, le semestre à l'étranger est obligatoire pour les élèves rejoignant la deuxième année après un diplôme international. Euh, non, parce qu'on compte toute expérience. Non, non. Non, non, là, il n'y a pas d'obligation. Non, s'ils ont une expérience à l'international après le bac et qu'on est capable de regarder, c'est tout à fait comptabilisable en fait. Ça fait partie de. Pas d'obligation. Donc là, pour la deuxième année, euh, il n'y a pas d'obligation. C'est donc là l'obligation du semestre à l'international est concerne uniquement les élèves de première année qui ne sont pas de nationalité étrangère ou qui n'ont pas fait leur classe prépa à l'étranger. Voilà. Est-ce que bon bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour de toutes les questions. Je pense qu'il y a pas mal de questions. N'hésitez pas à poser vos questions au travers de nos emails de, et, euh, je pense que il y a. Alors je me souviens pas de l'email. Est-ce que Hugo qui est dans le off derrière en fait, tu as un email peut-être à donner pour pouvoir Oui, expliquer. bonjour à tous. Je viens de mettre l'email sur lequel vous pouvez nous contacter dans la discussion. Donc, c'est info-programme arobase isae-superhero.fr. Donc, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on n'a pas pu répondre à tout.
aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, on répondra à vos questions sur cet email. Donc vous l'avez dans le chat, hein, donc n'hésitez pas à le récupérer. Et puis après, ben, écoutez, merci de votre attention. J'espère que ça vous a été utile et vous a donné envie de venir à l'école. Merci à Raphaël hein, d'avoir participé à cet échange-là. Et merci Hugo pour l'organisation. Et ben, j'espère à bientôt, ben, le 28 août. Voilà. Allez, bonne fin de journée. Au revoir.